La semaine dernière, j'ai commencé à planter une graine, mais j'ai été interrompue. Et cette semaine, j'ai la migraine. On essaie de repartir au départ. Peut-être que le mal de tête s'estompera. Je vous parlais, et c'est toujours important pour moi de ce que c'est que de lire quand lire, c'est un travail. Mais je l'ai bien vu aux multiples réactions qui ont été glanées. La question, elle est plus large que ça. Elle est plus large que le rapport érudit et professionnel à la lecture. Donc je lis d'une façon qui n'est pas que plaisante. Enfin, il y a du plaisir dans le travail et dans l'érudition, mais qui n'est pas dans la lecture. Plus largement, je crois que la question, c'est de savoir, ou c'est de se rappeler ce que c'est que de lire, et surtout que l'on ne peut lire que lorsqu'on a déjà lu. Et c'est pour ça, je crois que les premières lectures sont si impressionnantes, vraiment dans le sens matérialiste, elles sont là, elles font impression, elles font sensation. Et lire, on le fait toujours quand on a déjà lu, parce que quand on lit, on relit autre chose, on relit ce qu'Umberto Eco appelait sa bibliothèque personnelle. Ne fait peut-être jamais que relire, on lit des choses dont on a entendu parler ou auxquelles on s'attend. Et François Bon le dit souvent, il est important d'avoir des livres que l'on ne lit pas dans sa bibliothèque, parce que ces livres, on les rêve. Plus largement, enfin, voilà, en ce moment, je suis dans la capacité physique de lire aujourd'hui, et dans une fatigue telle que de toute façon l'envie m'en passe. Mais le plaisir et le goût de la lecture est toujours là, et la lecture, elle se rappelle. Elle se rappelle parce qu'on se souvient. Et, et ce souvenir, il se retrouve aussi dans les textes eux-mêmes, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité littéraire, qui a été théorisée notamment par Kristeva, mais je ne comprends pas toujours ce que dit Kristeva. Donc je ne la lis pas toujours. Hier, avec mes étudiants, on a pu voir ça. Alors avec des L1, avec des L2. Lire, c'est comprendre, c'est écouter ce qu'il y a dans le texte. Alors on a vu ça pour étudier le rythme. Comment fait-on pour étudier le rythme ? Qu'est-ce qui permet de voir le rythme ? Plein de choses, mais en fait, comme pour toutes les choses, ce ne sont que des indices ou des signes réversibles, et c'est en fait une mémoire des livres qui va se traduire dans une sensibilité littéraire. La mémoire des livres, c'est pas juste se souvenir que tel ou tel texte va évoquer tel ou tel autre. Dans les textes palimpsestes qu'étudie Genette. Ce n'est pas juste se voir que là, on va avoir une reprise, une parodie, un détournement, où Julien Sorel et Mathilde Delamolle lisent Voltaire et ont un jeu érotique, qui tend vers l'érotisme. Ça tend beaucoup. Autour de Voltaire, parce que Voltaire va être un signe de quelque chose, et d'une connivence. Et c'est sûr que si on ne sait pas qui est Voltaire et si on n'en a jamais lu, on comprend moins, mais de toute façon, pour vraiment le comprendre, il faut aussi comprendre ce qu'était Voltaire en 1830. Et là, l'érudition revient. Non, ce que je veux dire, c'est quand on lit, on a déjà lu parce que on finira par avoir déjà lu, si on continue comme ça sur ce petit bout de chemin, ou ces bois, comme le disait Umberto Eco, les bois du roman et d'ailleurs. Il y a ce truc qui reste et qui est la mémoire des œuvres. Je crois pas que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je pense que cette chose, elle est vraie quand on prend en compte même ne serait-ce que l'idée d'un capital culturel qui, lui, est effectivement inaliénable. Et en même temps, ça s'oublie. Ce qui reste dans la mémoire des œuvres, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la sensibilité littéraire. Et donc, quand on lit, on se souvient qu'on a lu. Mais je suis pas sûre qu'on s'en souvienne consciemment. Enfin, parfois, on s'en souvient. Tiens, ça me rappelle. Ça me rappelle tel bouquin, ça me rappelle telle autre chose. Et justement, parfois, ça rappelle rien.
Et pour les étudiants, c'est déstabilisant. Et quand on commence à avoir avancé et à savoir que parfois, quand ça ne rappelle rien, c'est qu'il se passe aussi quelque chose. Ou quand ça rappelle quelque chose, mais qu'on voit que ce n'est pas ça, c'est qu'il peut se passer aussi autre chose. Et ça peut le rappeler, mais d'une façon inexacte, et on peut y réfléchir. Et lire, c'est donc avoir déjà lu. Parce que la mémoire des œuvres, finalement, elle aussi, elle l'impressionne, elle imprègne ce que nous sommes. De purs outils, enfin de purs, des outils, des machines à lire au bout d'un moment, mais sans tout ce que ça a de mécanique et de vilain et d'artificiel. C'est-à-dire que ce qui se développe quand on devient vraiment lecteur ou lectrice, enfin en tout cas, ce que j'essaie de développer chez mes étudiants, finalement c'est la sensibilité littéraire. Et vous le savez, je suis persuadée que cette sensibilité, elle repose en grande partie sur la technicité littéraire, mais pas seulement. Mais que la technique littéraire, la technique rhétorique, la technique stylistique, et je le disais, pour rendre un petit hommage à Gérard Genette, la technique littéraire, elle permet de distinguer des contours dans ce qui était flou. Et petit à petit, comme ça, d'affiner, d'affiner. Et cette technique littéraire, entre autres, mais ce n'est pas la seule, et ça va avec la culture littéraire, ça va avec le plaisir de la lecture. Mais c'est, en fait, ce qu'on affine, c'est un outil, mais c'est quelque chose comme l'immense bouche de Pantagruel, donc, vous voyez, qui contient un monde et qui en même temps peut déployer des saveurs complètement multiples et inconnues. Et c'est ça qui va se passer. C'est que plus on engrange et plus on finit par discerner ce qui est indiscernable, à le comprendre un peu, et surtout après quand on lit, il se passe tellement plus de choses quand on lit. Voilà. Et c'est peut-être cela, lire c'est avoir lu, et peut-être pas toujours beaucoup lu, parce qu'on peut lire beaucoup et ne pas avoir affiné cette sensibilité, et on peut avoir peu lu et l'avoir, parce qu'on l'a affiné ailleurs ou parce qu'on l'a. Je pense qu'il y a quand même un travail sur la sensibilité, le travail qui va nous transformer. Peut-être un des rares à ne pas conduire à une exploitation directe, mais c'est très discutable. Mais ce travail, il est littéralement ce qui nous transforme et ce qui nous traverse, et il paraîtrait qu'en fait le travail ne vient pas de Tripalium, et qu'il viendrait du mot travel, du voyage. Voilà, ça traverse et ça transforme, comme on travaille un métaux. Et c'est ce qu'on fait. On lit d'avoir lu, et là en fait je pense aux ouvrages de théorie de la lecture que j'ai lus, et je pense à celui que j'ai très envie de lire, mais dont je trouve pas le volume, ou je me débrouille mal. Et qui me paraît important parce qu'il vient d'une théoricienne qui est importante, et c'est Penser la bouche pleine. Je viens pas de la bouche de Pantagruel. De Judith Schlanger, qui est une prof que j'admire, et avec laquelle je me sens vraiment des affinités intellectuelles et dans le travail des rééditions qu'on me demande, entre autres, pour la thèse. Judith Schlanger, elle a vraiment débuté par les métaphores de l'organisme en 71, je crois, chez Vrin. Gros boucle. Non, c'est pas si gros, mais grand livre, quand même difficile, sur le renversement total qu'il y a autour de la figure de l'organisme et des connotations liées aux mécaniques et au naturel au tournant des 18-19e siècle, et comment cela se répand dans le 19e siècle. Le mécanisme et l'artificiel, c'était ce qui était positif. C'est le romantisme qui a transformé notre regard dessus, et on n'en sort pas. Ça a été une claque incroyable. Puis évidemment, comme je travaille sur les sciences naturelles, l'organicisme, c'est important, comment ça se passe, comment ça se déroule. Pas de bol, Judith Schlanger ne cite pas Renan une seule fois dans ce livre. Mais c'est pas grave, moi je cite Judith Schlanger. Et après, j'ai du mal à suivre toute la carrière de cette femme, et je sais qu'elle est... il me semble qu'elle est vivante, mais très âgée.
Et à la fois connu et pas connu, Michlanger, c'est ensuite toute une théorie sur l'existence des œuvres, ce que font les œuvres, ce que fait la lecture. Penser la bouche pleine, la mémoire des œuvres, présence des œuvres disparues. Et là, en fait, par cette idée, peut-être cette évidence, ce non-dit que lire, c'est avoir lu, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a cette question de l'effet que fait un livre non lu sur une étagère, mais un livre que l'on pense avoir lu. Je vous renvoie à Pierre Bayard. Parler des livres que l'on n'a pas lus, c'est amusant. Pour Bayard, il s'agit des livres que l'on a oubliés. Parfois, il est de mauvaise foi, hein. Mais c'est intéressant. C'est rigolo en plus. Puis c'est alerte, ça bouge. Mais chez Schlanger, c'est plus grave, hein. On prend les choses vraiment au sérieux. C'était des livres, souvent chez Hermann, là j'en ai pas sous la main tout de suite, ils sont dans la bibliothèque, enfin peut-être par là, dans les piles. Des belles éditions, hein. C'est toujours du sérieux, c'est très vite épuisé, c'est bien, là il en a sorti un, faut que j'aille le chercher. Comme ça, presque 1 ou 2 par an. Mais ça, ces questions-là, c'est quoi une œuvre qui a disparu et qui va encore faire effet? On peut en avoir un exemple qui a donné toutes les interprétations possibles. L'étude de la comédie par Aristote. On sait qu'il y avait au moins 150 pièces de Sophocle. On n'en a presque pas. C'est quoi le statut de ces œuvres que l'on ne pourra jamais lire? Presque jamais. Ou rarement. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui a disparu mais dont on connaît l'existence et dont on devine les contours? On le voit, Umberto Eco en fait un roman. Il y a un mystère du Vatican. Bon, mais ça c'est de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de c'est là et ça n'est pas là en même temps. Et bon, cette présence-absence, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ça qui fonctionne. Ça joue également. Parce que cette présence-absence est différemment et quand même dans le même temps. Ce sont les livres que l'on a lus et oubliés et qui se rappellent à notre souvenir conscient, pas quand on en lit d'autres. Et c'est ce qui fait, alors, du point de vue des étudiants, que l'on peut savoir, que l'on finit par savoir si c'est banal ou pas. Telle façon de décrire, de raconter. Et ça prend du temps de savoir ce genre de choses parce qu'il faut beaucoup de lecture. Et des cours. Gardez les profs. Mais il y a cet écho multiple. Alors je ne veux pas parler de la bibliothèque personnelle, un livre ne vit que quand il est lu. Je ne crois pas qu'un livre n'existe que quand il est lu, un jeu que quand il est joué. Je crois que les œuvres sont là. Pas de façon idéale. Mais avec quelque chose qui serait intermédiaire entre le réel et l'idéal. Et ce qui se passe concrètement quand je lis tel texte, ça m'intéresse quand je peux parler du texte, pas pour parler de moi. Enfin, ça c'est pour les conversations, quoi. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les textes. Qu'est-ce qu'il y a dans les textes? Qu'est-ce qu'il y a dans les œuvres? Et ce que l'on suppose être dans les œuvres et ces choses auxquelles on peut accéder, elles restent importantes. Parce qu'elles ont une présence. Et ça, c'est pas non plus les rues percées dans le cœur de Walter Benjamin par la femme qu'il a aimée. C'est la dédicace de Sens unique. C'est peut-être des cases qui se remplissent, mais il y a quelque chose comme ça dans le fait que l'on sait que l'on n'a pas tout lu et qu'il reste à lire. Vous vous souvenez, La chair est triste, et là, c'est j'ai lu tous les livres. Ça, c'est une impression que d'avoir déjà lu. On le sait qu'on n'a pas lu tous les livres, on les lira jamais tous. Et c'est heureux, c'est-à-dire qu'il en restera à lire. Et de toute façon, quand ils sont lus, on sait très bien lesquels on veut relire. Et on sait très bien que ce n'est pas exactement le même livre, mais c'est pas parce que le livre change, c'est parce qu'on change et que cette sensibilité s'accroît. Et qu'elle se nourrit aussi de ses absences et d'échos qu'on n'entend pas. Et de ce que nous on projette sur les livres. Et ça devient dur de retrouver en fait, et peut-être que c'est voilà, ça aussi qui reste l'absent et l'inatteignable, le livre en tant que tel, le livre en soi.
tel texte ou tel texte, on ne le connaît jamais sans un regard particulier. Et c'est ce qui me plaît aussi dans la technique, c'est que ça force à revenir au plus près, mais comme une asymptote, on se rapproche. On se rapproche et ça permet d'effleurer quand même pas mal de choses et ça implique tout le monde. Barthes disait si on doit supprimer toutes les disciplines, gardons la littérature parce qu'elle les contient toutes, et c'est pas faux, bien que ce soit très injuste. On va quand même parler pour soi. Parce que si on cause d'un métier qui a disparu il y a 400 ans, eh bien il faut comprendre ce qu'était ce métier il y a 400 ans, et c'est de l'histoire, et c'est de la sociologie, et c'est de l'histoire des sciences, et c'est de l'histoire des techniques. Et il y a toutes ces choses comme ça qui sont juste effleurées, qui sont parfois fausses et déformées. C'est pour ça qu'il y a des métaphores partout. Entre autres, on reparlera des métaphores. Et tout ça qui fait que quand on lit, on a lu, mais il reste tant à lire. Alors je sais pas tellement où je vais avec tout ça. J'essaie déjà de me recomposer moi-même. Mais il y a ces choses où je crois pas à la vie et l'œuvre façon old school, Sainte-Beuve, etc. On va pas éclairer les œuvres par la vie. Mais la vie, elle peut, quand on la regarde, éclairer des choses que l'on n'avait pas vues parce qu'on n'a pas vécu cette vie. Oh. Si on ne sait pas que la sœur de Renan est morte au Liban, on comprendra pas plusieurs choses, notamment dans la vie de Jésus. Et notamment la volonté d'un texte quand même assez éthéré. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et si on ne sait pas, si on ne comprend pas, mais il le dit dans le texte, donc c'est facile. Mais que Renan a été chercher Jésus. Les traces de Jésus qu'il a cherché comme ça. La trace d'un type disparu il y a presque 2000 ans. On ne comprend pas ce qui va fonder le texte renanien, non seulement dans la vie de Jésus, mais dans les autres. Et qu'il a trouvé, mais pas tout à fait. Le paysage était un 5e évangile, lisible, lacéré, mais lisible encore. Et donc, on se promène dans un livre. Ça marche. Mais c'est quand même l'œuvre. L'œuvre, c'est pas un texte, l'œuvre, c'est un ensemble de textes. Et on le rattache à un nom ou à une personne. Et quand on sait que tel texte appartient à tel auteur, et bim, on complète les œuvres complètes, toujours incomplètes. Et c'est très compliqué de savoir où on s'arrête sur ces corpus. Mais ce qu'on voit, c'est un mouvement. On va avoir une trajectoire, on va avoir des choses qui se répondent et une quête qui se renouvelle, souvent. Parfois, des grandes ruptures. Mais ça, c'est plus des variantes, en fait, je crois. Je crois qu'on ne cherche jamais qu'une ou deux choses. C'est juste qu'on ne sait pas exactement ce que sont ces choses et qu'on continue à les poursuivre. Et il y a ça, il y a que Renan et puis les autres, ils ont lu d'autres choses et ils répondent. Et bon, la parodie, c'est intéressant, mais c'est peu. Mais c'est surtout comment on se répond. Et là, on traverse les siècles, on traverse les langues, on traverse. Et on traverse même les médiums, on va pas rester forcément en littérature. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'interroge beaucoup en ce moment, avec cette impression de, quand on lit, lire, ça vient de l'ego, c'est cueillir. J'ai presque envie de dire recueillir, enfin, on cueille. C'est ce qui fait le florilège, comme le bouquet, ce qu'on aura choisi, ou l'anthologie. C'est une sélection. Et voilà, quand on lit, on ne lit jamais que ce que l'on a là envie de lire, évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire, lire ce qu'on a envie de lire, et qu'est-ce qui échappe, et qu'on n'a pas envie de lire, mais qui va en fait faire quelque chose. Et ça me paraît sidérant, alors que c'est en même temps d'une banalité à pleurer. Et il y a cette idée-là dans les textes. Ça bouge. Hein. Un peu comme les mots chez Racine. Hein. On en lit beaucoup, on en retient peu. De tout ce qui existe, ça reste toujours très peu. Mais il y a tellement de puissance dans ça. On est forcément dans une épure du monde et ça rajoute de la puissance. Et c'est pour ça, je crois qu'on lit.
J'espère que c'était clair. Je vous dis à bientôt.